Dans les rues de Nanterre, des policiers impuissants face aux mortiers d'artifice et aux voitures brûlées. Ces images témoignent de l'ampleur des dégradations survenues en France dans la nuit de jeudi à vendredi. Près de 500 bâtiments ont été visés, 2000 véhicules brûlés et des magasins pillés, notamment à Paris. Après plusieurs jours d'émeutes dans le quartier populaire à la suite de la mort du jeune Naël par la main d'un policier, une petite musique se fait entendre afin de fracturer encore plus notre pays, en instillant l'idée que ces territoires seraient finalement privilégiés. Certaines idées reçues sont mises en avant comme des évidences afin de justifier ces idées-là. C'est pourquoi je proposais un peu de tordre le cou à quelques contre-vérités. Idée reçue numéro 1. On a investi plus de 100 milliards d'euros, mis en place des politiques spécifiques pour les quartiers et pourtant rien ne change, il n'y a aucun résultat. Ces événements, ces émeutes, seraient le reflet de l'ingratitude d'une population pour laquelle tant a été fait. Pour expliquer cette attitude, on insiste sur la question de l'intégration ou de l'immigration. On fait part d'un soi-disant manque d'intégration en faisant la cause de ces révoltes. Par cela, on présente à la France périurbaine ou la France rurale une situation où l'argent, leur argent, serait pris dans leur poche pour aller aider des barbares, des nuisibles, entre guillemets, alors qu'eux souffrent, mais se taisent et travaillent sans se plaindre. Il faut le dire très clairement. Rien n'est plus faux que cette pensée. Malgré les effets d'annonce et l'addition des chiffres pour donner une impression de grandeur, ces territoires qui représentent plus de 8% de la population cumulent les handicaps sans réelle intervention de l'État. Si l'investissement brut peut représenter un chiffre impressionnant, on parle de 10 milliards d'euros par an selon la Cour des comptes, celui-ci équivaut à moins de 1% du budget de l'État chaque année. Ça veut dire qu'on est extrêmement loin de compenser les problématiques structurelles des banlieues. Idée reçue numéro 2. Les gens des banlieues sont des feignasses, ils ont qu'à trouver du travail. Pour sortir de la précarité, les gens des banlieues devraient arrêter de se plaindre et penser avant toute chose à travailler. Ce raisonnement ne tient pas pour deux raisons. Tout d'abord, les banlieues, les quartiers populaires sont dans une situation où le manque de formation ou de diplôme ferme beaucoup de portes. Le manque de main de l'éducation nationale, en particulier dans les banlieues, explique ce phénomène. Tout comme la venue de populations d'origine étrangère non diplômées ou dont le diplôme n'est pas reconnu en France. Alors certains pourraient rétorquer qu'il y a eu la création de zones spécifiques avec des moyens supplémentaires, les fameuses zones ZEP, REP ou les cités éducatives, qui ont donné des résultats certes, mais par la difficulté de plus en plus grande de recruter des enseignants, le fait que ce soit les moins expérimentés qui sont envoyés dans ces quartiers, que les équipes ne restent jamais en place. Ça veut dire qu'il n'y a pas de projet de long terme et que l'éducation technique ou professionnelle est sacrifiée, l'investissement reste précaire et est soumis à des décisions politiques qui ne suffisent pas à compenser les difficultés. Pour résultat, on a que plus de 40% de la population des banlieues n'a aucun diplôme, c'est-à-dire largement plus que le double de la moyenne nationale. Ensuite, la deuxième cause primordiale de ce manque d'insertion, et à mon sens la plus importante, est le racisme structurel qui sévit dans notre société. Toutes les études le montrent, une personne noire ou d'origine arabe aura 2 à 3 fois plus de difficultés d'obtenir simplement un entretien d'embauche et 5 à 6 fois plus de difficultés d'obtenir un emploi à niveau de diplôme équivalent à une personne d'origine vue comme française. Résultat, plus de 45% des jeunes de moins de 30 ans n'ont pas d'emploi et n'ont pas de perspective d'une amélioration concrète de leur situation. Le taux de chômage est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale, tandis que le taux de pauvreté est lui 3 fois plus élevé. Tous ces éléments prouvent que le discours culpabilisant sur les classes populaires n'a pas de fondement réel et est simplement un instrument de domination pour les maintenir à leur place. Idée reçue numéro 3. De toute façon, s'ils ne travaillent pas, c'est parce qu'ils sont gavés d'allocations sociales et qu'ils foutent rien. Si on prend en compte l'ensemble des transferts sociaux, on est à 6 100 € par an et par ménage dans les banlieues, contre 6 800 € par an et par ménage sur l'ensemble du territoire. Pour être très clair, les banlieues reçoivent en moyenne moins d'allocations ou d'indemnités sociales que le reste du pays. Ça peut paraître surprenant, mais on peut l'expliquer très facilement. Tout d'abord, il y a la question du non-recours au droit qui explose dans les quartiers populaires. Et puis, bien entendu, les revenus du travail qui sont beaucoup plus faibles, ce qui amène à avoir des indemnités qui, elles aussi, sont beaucoup plus faibles. Plus globalement, on va prendre l'exemple de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est un des départements les plus pauvres de France. Et bien pourtant, c'est le 8e contributeur en termes de cotisation sociale. On peut donc affirmer qu'il n'y a pas un assistanat ou un pillage qui est entretenu sur le dos de la France rurale et périurbaine par les quartiers populaires, bien au contraire. Idée reçue numéro 4. Ouais, mais au moins contrairement à nous, ils ont des équipements,
ils devraient les utiliser plutôt que de les brûler. Dire ça, c'est vouloir mettre face à face la pauvreté urbaine des quartiers populaires et la pauvreté périurbaine ou rurale, en insistant sur le fait que l'une d'entre elles serait moins à plaindre que l'autre. La France des quartiers ou la France des banlieues, proche des métropoles, profiterait des équipements contrairement au reste du pays. Par conséquent, ces révoltes ou ces émeutes seraient simplement le signe d'une ingratitude de ces populations. Là encore, si on analyse les faits, ils sont têtus. Si on compare les équipements des quartiers populaires à la moyenne nationale sur quasiment tous les aspects, on est en dessous. En termes de santé, il y a en moyenne 200 professionnels de santé pour 100 000 habitants, contre 400 au niveau national, et on ne parle même pas des spécialistes. Pour les crèches, alors qu'il y a 2 fois plus de familles monoparentales, 40% des quartiers populaires n'ont pas de crèche. Pour la culture, c'est 40% de bibliothèques en moins par habitant. Pour le sport, 3 fois moins d'équipements sportifs par habitant. Et pour le commerce, 2 fois moins par habitant. On pourra encore aligner d'autres chiffres, mais le constat il est très clair. Ces territoires, comme la France périurbaine et rurale, sont fortement carencés en équipement et sont en manque d'équipement. On pourrait mettre en avant d'autres idées reçues sur les quartiers populaires. On pourrait parler de la mainmise, de la soi-disant mainmise des trafiquants ou des islamistes sur les quartiers, le fait que la France soit totalement haïe, le fait que les droits des femmes soient totalement bafoués. Mais en tout cas, ces quelques éléments, ils devraient nous permettre au moins de comprendre une chose, c'est que si la mort de Naël a malheureusement enclenché un cycle de violence, dont les premières victimes sont comme d'habitude les habitants des quartiers populaires, il y a là une colère légitime qui est basée sur une injustice concrète qui est vécue tous les jours. Ne pas agir et attendre que le temps par lui-même réponde à cette crise, c'est être irresponsable. Et c'est encore plus être irresponsable lorsqu'on a simplement une réponse purement sécuritaire. Dans quelques années, si ça continue, on va se retrouver dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés, avec de nouveau une affaire qui amènera à de nouvelles émeutes, de nouvelles révoltes. On aura de plus en plus un nouveau discours sécuritaire qui sera encore plus fort. Notre rôle, à nous tous, c'est de déconstruire ces idées reçues et d'avoir un véritable discours émancipateur sur les quartiers populaires pour changer véritablement la situation.